Très heureuse et heureux de vous accueillir aujourd'hui, 23e édition du Festival du film et Forum international sur les droits humains, le FIFDH, qui se déroulera du 7 au 16 mars. Le FIFDH cette année propose 21 forums et spotlights et plus de 60 films dans 3 compétitions. Les films se découvriront en salle, en présence des cinéastes pour certaines séances. La billetterie sera ouverte au public sur fifdh.org cet après-midi. Si vous suivez cette conférence de presse en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat Zoom. Je vous demanderai d'indiquer si la question est adressée ce programme ce matin, la direction générale, avec les 2 co-directrices éditoriales du festival, Laila Alonso URT, Laura Longobardi, à leur côté Guillaume Noyer, directeur opérationnel et administratif, à leur côté également Yves Dacor, président du conseil de fondation du FIFDH. Et pour commencer, j'invite Guillaume Noyer à dire quelques mots. Merci Emma. Merci Emma. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, quel honneur et quel bonheur de vous retrouver. Nous sommes ravis de vous présenter la 23e édition du FIFDH et notre 2e édition en tant que nouvelle co-direction. Cette année, ce sont près de 162 événements qui seront proposés. Des événements qui traitent de cinéma, de droits humains bien entendu, d'urgence, mais aussi de création et d'écoute. Ce sont plus de 250 personnalités qui prendront la parole et qui livreront leurs analyses et leurs témoignages, dont 115 cinéastes du monde entier. Et enfin, ce seront 114 projections, documentaires ou fictions, qui proposeront florilège de visions, de cris, mais aussi d'espoir et de saveur, et marqueront cette nouvelle édition. Cette programmation va voir non pas défiler, mais au contraire se concentrer, se passionner, se questionner, douter, convaincre, un public large et divers. Chaque année, le FIFDH est le point de rencontre et d'accroche avec l'actualité et le cinéma engagé, du public privé, de la société civile, des étudiants, du monde académique, mais également des journalistes, des personnes engagées en politique. Au FIFDH se côtoient aussi bien les actrices et acteurs de la Genève et des organisations internationales, des ONG, que des familles, du jeune public, ou bien entendu des professionnels de l'industrie cinématographique ou de l'impact. Nous tenons à redire notre considération aux équipes qui ont pensé et réalisé cette programmation, à celles qui la communiquent et la font rayonner, et à celles qui la font monter en production et plus encore dans les semaines à venir. Leur soutien, leurs conseils et leurs convictions sont très présents. Vous retrouvez ici. Guillaume l'a dit et Laura, elle est là, vont insister dessus. Cette 23e édition se situe et a lieu dans un contexte très particulier. On aura l'occasion de l'explorer lors du festival. On vit comme une période avec un nouveau locataire de la Maison Blanche qui revient, avec un régime qui s'impose, avec un impact qui va avoir lieu et qui a déjà lieu sur la question des droits humains en particulier, sur la souffrance des gens, sur la problématique de pouvoir travailler ensemble, collectivement, à la fois au niveau des communautés, des personnes, mais aussi des États pour répondre aux questions. Moi, on aura l'occasion d'en parler, mais moi j'aimerais revenir sur un point qui nous fait beaucoup de soucis. Quand on est au FIFDH, à la fois comme président du conseil de fondation, comme participant aussi, comme équipe, et aussi comme citoyen peut-être suisse, c'est ce que je pourrais appeler aujourd'hui l'érosion, peut-être je pourrais même utiliser un mot supplémentaire, le retrait du soutien de la Suisse fédérale. Je suis frappé de voir l'impact que ça a par rapport à la Genève internationale, mais je suis aussi très inquiet par rapport, et nous sommes très inquiets par rapport à la question du droit international public, des questions des droits humains et du droit international humanitaire. Si on prend simplement l'exemple du FIFDH, nous sommes à la fois très reconnaissants du soutien du DFAE en 2025, mais nous avons beaucoup d'inquiétudes par rapport au possible soutien en 2026. Il ne faut pas dire que nous pensons que le soutien humain et en particulier du DIH, et je suis quand même très frappé de voir, nous sommes très frappés de voir qu'il y a un vrai retrait. Et ce retrait se passe au pire moment, au moment où, au contraire, nous devons nous mobiliser pour la Genève internationale, et pas pour les organisations, mais pour ce qu'elle signifie en termes d'écosystème, pour la capacité que cette Genève a d'accompagner les activistes, de faire la différence dans une période qui va s'annoncer extrêmement difficile. Nous faisons le pari inverse au FIFDH. Il faut investir plus, il faut prendre plus de risques, il faut travailler. Je suis très content de dire que Genève, à la fois le canton et la ville, font aussi le pari inverse. C'est eux qui sont montés hier quand même à la défense de la Genève internationale. Je n'ai pas entendu la Suisse. Je suis content de voir ça. C'est eux aussi qui veulent nous soutenir plus.
nous accompagne aussi dans les éléments clés. Donc j'espère que ce retrait, ou en tout cas cette érosion-là, ne va pas se confirmer. J'espère que les débats au Conseil national dans ces prochains mois vont montrer que les coupes proposées ne vont pas se dérouler comme ça, mais au-delà des coupes, qu'il y ait une vraie réveil pour que la Suisse fédérale se rende compte qu'elle a un rôle à jouer essentiel dans ces prochains mois et ces prochaines années. Merci. Merci Yves. Maintenant, nous passons à la partie tant attendue de la révélation du programme. Chaque année, toute l'équipe du FIFDH travaille dur pour concocter un programme inédit qui prend le pouls de l'actualité dans le monde en lien avec les droits humains. Et pour vous présenter la programmation, je me tourne vers Laura et Laila. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présente ici. Je vais commencer par quelques mots sur le ton ou la couleur de l'édition, une 23e édition qui bascule entre colère et tendresse. Ce mouvement de bascule, il n'est pas anodin, il est symbolique d'un moment peut-être charnière de l'histoire. Et ce qu'on entend par là, c'est que face au recul des droits humains, face à un monde dont certains repères nous échappent, ou encore un espace politique qui peut être traversé de discours qui mobilisent et jouent sur nos peurs et sur la haine, la colère, l'indignation, je pense la peur aussi, sont des réactions légitimes, mais peuvent aussi être des leviers de mobilisation. D'autre part, nous, ce qu'on propose aussi comme solution, en fait, c'est, comme solution, en tout cas comme piste de réflexion, c'est l'importance de faire communauté, de réfléchir et de remodeler nos sociétés peut-être en replaçant le soin qu'on porte aux autres, à notre environnement, au cœur. Et parce qu'on pense aussi que cette question du soin et de la communauté, c'est également un moteur. C'est également un moteur. Donc cette édition, elle va proposer de réfléchir aux valeurs qui nous lient, aux manières de les défendre. Et encore une fois, cette question du soin et de l'attention qu'on prête au monde qui nous entoure, c'est pas une posture qui est seulement naïve. On pense vraiment que c'est un acte de résistance, c'est peut-être même un acte de survie quand on voit aussi toutes les questions liées à l'environnement. Et comme chaque année, évidemment, et comme vous le savez, on est pour réfléchir en fait ensemble à ces valeurs qui nous lient, aux manières de les défendre et à s'écouter, à dialoguer, même si on n'est pas toujours d'accord. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose pendant 10 jours, c'est de réfléchir, se remobiliser et partager tout ça ensemble. Et avant de rentrer dans le vif de la programmation de cette 23e édition, j'aimerais juste dire un mot sur l'organisation de notre équipe éditoriale de cette année, car nous avons repensé un peu la façon dans laquelle nous construisons notre programme et aussi rappeler que depuis l'année dernière, nous avons introduit une nouvelle catégorie de forums, les Spotlights, qui sont des discussions qui suivent de plus près les films que nous proposons. Elles sont souvent co-construites avec les équipes des films et incluent les cinéastes et les protagonistes et sont l'occasion souvent pour lancer des campagnes qui ont comme but de faire avancer les causes portées par les films avec une retombée positive, en tout cas on l'espère, directement auprès des personnes concernées. Donc on s'est donné, on va dire, un outil supplémentaire pour renforcer l'impact du festival. Pour revenir à la construction du programme, nous avons travaillé cette année avec un pôle de programmateurs et programmatrices externes coordonné par notre équipe à l'interne. Et j'aimerais les citer. Donc, il s'agit de Christophe Ayad, grand reporter du Monde, expert du Proche et Moyen-Orient. Eba Ali, ancienne rédactrice en chef de New Humanitarian, est très impliquée dans les réflexions sur la réforme de la Charte des Nations Unies. Robin Adet, journaliste, entre autres, et qui a programmé la plupart des forums sur les thématiques de société. Philippe Motta, journaliste et expert notamment des États-Unis, mais aussi des enjeux liés aux nouvelles technologies, qui est aussi dans la salle aujourd'hui. Pierre Azan, expert en justice transitionnelle, conseiller auprès du Centre pour le dialogue humanitaire, qui en plus des forums qu'il signe cette année pour le FIFDH, nous a proposé un format inédit pour le festival, un atelier centré sur la santé mentale d'après les conflits, en partant du conflit israélo-palestinien. Ça sera à la maison communale de Plainpalais le premier samedi du festival, le 8 mars, et il sera gratuit et ouvert à tout le monde sur la base d'inscription. Donc je vous encourage à regarder de plus près cet atelier. Et essentiel aussi pour la programmation de nos forums et Spotlight, évidemment, sont nos partenaires, notamment les partenaires ONG thématiques, qui sont les experts du terrain et des enjeux prioritaires avec lesquels on échange tout au long de l'année pour avoir une programmation. Le programme à travers plusieurs axes, et le premier c'est l'axe des crises, des crises qui font l'actualité ou bien par exemple
Il y aura un vrai focus sur le Proche et le Moyen-Orient parce que c'est quand même une région qui a traversé une année ténébreuse. Et de manière générale, ces crises, ces conflits vont être abordés par deux prismes. Le premier, c'est la résistance et la résilience des populations civiles. Par exemple, au Liban, qui a quand même traversé différentes crises, pas seulement cette année, mais même ces dernières années. Au Soudan, où on a une population civile qui est plus ou moins prise en étau entre militaires et milices. Et là, on a vraiment la chance d'avoir un événement collectif soudanais, un collectif soudanais et jeunesse irakienne, qui, depuis l'invasion des États-Unis, n'a connu que la guerre, mais aussi évidemment de la situation à Gaza au travers du portrait d'un chirurgien qui a tout laissé pour s'engager dans les hôpitaux pendant les 43 premiers jours de la guerre et pour s'engager notamment auprès des victimes qui sont principalement des femmes et des enfants. Le deuxième axe, on va dire quelque part, c'est plutôt tourné vers les perspectives, que ce soit dans le conflit israélo-palestinien ou par exemple en Ukraine. Il faut savoir que ce sont des discussions, parce qu'il y a Pierre qui me regarde, qu'on a programmées, qu'on a réfléchies il y a déjà plusieurs mois en fait. Et donc effectivement, entre le moment où on avait posé ce programme et les grandes lignes et le moment où on le dévoile aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se sont passées. Donc sur la question d'Israël-Palestine, on aura la chance d'entendre par exemple les spécialistes des relations israélo-Arabie Saoudite, le président du Forum international sur la paix et même un ancien chef adjoint du Conseil national de sécurité d'Israël. Et sur l'Ukraine, là aussi, où on retrouvera par exemple la prix Nobel de la paix Oleksandra Malichuk, mais aussi un ambassadeur en Russie, qui vont nous parler un petit peu de ces perspectives de sortie du conflit. Ce qu'on sait, c'est que ces deux conflits dont je parle, soit l'Ukraine ou le conflit israélo-palestinien, c'est deux conflits sur lesquels la réélection de Trump a et aura une influence considérable. Et c'était deux discussions qu'on voulait vraiment tourner vers l'avenir, mais au final, quand on va accueillir les personnes en fait sur la scène, on pense que c'est des discussions qui vont vraiment se tourner sur le présent, parce qu'on va analyser aussi pas seulement le futur, mais ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Donc voilà, première. Là, on le voit de plus en plus autour de nous, les mouvements extrémistes, notamment de droite, dans de nombreux pays démocratiques, amplifiés par des algorithmes toujours moins modérés des réseaux sociaux. Ils menacent les libertés individuelles, notamment celles des minorités, mais aussi les principes mêmes de solidarité, de tolérance, de respect des lois internationales qui devraient être à la base des relations entre les États et entre les citoyens. Encore plus grave, ils normalisent un discours de haine et d'intolérance qui était encore inimaginable il y a quelques années. Nous avons donc choisi de regarder de près cette tendance, tout en questionnant aussi l'incapacité de la gauche à répondre au malaise qu'elle exprime, en faisant un des axes thématiques de cette année, la montée des extrémismes, et c'est là depuis plusieurs angles. Nous avons d'abord l'angle technologique, on l'a évoqué déjà, quels sont les instruments qui accélèrent ce processus. Les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle profitent de l'incitation à la haine. Le film introduira un forum d'intelligence artificielle dans le contexte de la montée des extrêmes. Nous allons également explorer la dimension internationale de ces mouvements qui se dessinent toujours plus comme une internationale. Dans le film Undercover, Exposing the Far Right, nous retrouvons les activistes de l'association antiraciste Hope Not Hate qui infiltrent des groupes d'extrême droite au Royaume-Uni dans le but d'inquiéter sur les méthodes de travail et les sources de financement qui leur permettent d'agir. Ils révèlent aussi l'existence d'un réseau international cherchant à influencer les débats publics pour diffuser une idéologie sur la supériorité génétique supposée de certains groupes ethniques. Le film sera suivi d'un spotlight en présence des protagonistes du film pour aller plus loin dans ses réflexions et s'interroger également sur la situation en Suisse de la montée de la droite et du racisme. Dans le contexte actuel, ça a été évoqué déjà plusieurs fois, impossible de ne pas s'intéresser à la situation aux États-Unis, où depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, le monde entier s'interroge sur la tenue même de la démocratie. Nous allons présenter le film The Last Republican de Steve Pink, qui sera suivi par un forum Où vont les États-Unis. Participera à la discussion le protagoniste du film, Adam Kinzinger, qui du côté des républicains avait saisi les dérives autoritaires du président depuis déjà son premier mandat et avait demandé sa destitution suite aux attaques au Capitole du 6 janvier 2021, en payant un prix politiquement très lourd. À ses côtés aussi sur le panel, l'écrivain Douglas Kennedy.
Et maintenant, on a aussi un troisième axe fort qui a été aussi évoqué par Yves au début de cette conférence de presse, c'est la question des institutions et de la gouvernance internationale. Alors on va dire le programme il est assez lié parce que dans le sens où on fait des focus sur par exemple les crises à Gaza, au Soudan, en Ukraine, mais ces régions, ces conflits-là sont aussi révélateurs de l'incapacité quelque part de la gouvernance internationale à agir et à mettre fin. On parle de l'ONU qui est garante de la paix et de la sécurité et qui se retrouve plus ou moins démunie en fait dans ce type de contexte. Et là on va se demander, parce qu'on a un débat qu'on a intitulé avec un peu d'ironie peut-être, la fin de l'ONU, point d'interrogation, mais la vraie question c'est plutôt faut-il réformer l'ONU? On se rappelle que le document qui a été, la charte de l'ONU qui a été signée en 1945, c'était un document qui était voué à être vivant quand même dans son idée. Déjà, c'est un document qui a été adopté par 50 pays à l'époque, parce que plein de pays étaient encore sous le joug de puissance coloniale. Et c'était un document qui était voué aussi à s'adapter et être réajusté en fonction du temps. Voilà. 80 ans après, il n'y a toujours pas de réajustement. Et on peut dire que certains mécanismes des institutions et de la gouvernance ne reflètent pas en tout cas la répartition du pouvoir telle qu'elle est aujourd'hui. Pour ça, on pense que c'est vraiment important dans ce débat qui sera à la fin de l'ONU de remettre ensemble des perspectives de personnalités et de pays dits du Sud global, qui ont quand même ceux qui ont été un petit peu laissés de côté au moment du Conseil de sécurité, etc. Et donc on se réjouit sur ce forum d'accueillir beaucoup de personnes qui sont engagées dans la réflexion sur peut-on, faut-il, comment réformer l'ONU, qui a été curatée par Eva Ali, et là avec des voix qui nous viennent du Brésil, de Sierra Leone, et aussi avec le président du Conseil des droits humains qui sera avec nous. L'autre pan, en fait, concernant les institutions, c'est la soirée qu'on aura autour de l'UNRWA, avec un film qui parle de l'histoire de l'UNRWA qu'on présente en Première mondiale. Là aussi, le cas de l'UNRWA, il s'agit d'élargir en fait cette question pour dire questionner l'état du droit humanitaire, et spécialement dans un pays, comme on l'a dit avant, c'est aussi une question, on va questionner vraiment la Suisse, dans un pays qui est dépositaire des conventions de Genève. Ensuite, un autre volet, c'est qu'effectivement, on pense à réformer les institutions, mais des fois, il faut peut-être qu'on décentre aussi nos regards et qu'on change un petit peu de paradigme ou de la manière dont on regarde les choses. Et je pense notamment, on aura un débat qui sera sur la question de l'importance des droits socio-économiques et culturels, qui sont parfois laissés de côté, même dans nos démocraties, surtout peut-être, je sais pas, dans nos démocraties occidentales. Mais aussi, on va réfléchir à un rééquilibrage des forces géopolitiques de manière assez générale. Et là, ce sera, par exemple, dans l'un des débats, au travers du prisme de... on va s'interroger sur ce que veut dire, par exemple, la présence militaire russe et la présence économique chinoise. Et des minorités de genre, un peu partout dans le monde. Ça sera donc un autre focus de notre programmation du Forum et Spotlight, mais aussi un axe transversal à travers tout le festival. On va partir des femmes en Afghanistan, que la communauté internationale avait promis de